nous avons déjà eu à faire pas mal de bâtiments, notamment beaucoup plus de bâtiments résidentiels, un seul qui ont de la diaspora. Et j'ai également travaillé avec la cathédrale Saint-Pierre et Paul à Douala. Pourquoi de nombreuses personnes continuent à passer par la famille ou de passer par des structures professionnelles? C'est moins coûteux parce que c'est le frère qui te trace le plan à la main et qui commence à exécuter. C'est forcément moins coûteux que peut-être si tu prenais un professionnel. L'inconvénient avec ça, c'est que tu n'as pas parfois la garantie de ce que tu es en train de réaliser. Parce qu'en passant par un professionnel, on te fait d'abord premièrement les plans. Tu apportes les modifications au fur et à mesure. Ça te permet que, avant même que le projet ne soit exécuté, tu aies déjà une vision globale de qu'est-ce que sera ton projet. La deuxième phase, après ça, on va te faire la partie étude du sol, qui est d'abord une partie très capitale parce que en fonction du type de projet que tu veux réaliser, si ce soit un bâtiment R+2, R+3, R+4, il y a des études de sol qui doivent être faites. Et les études de sol permettent de connaître exactement quelle est la capacité portante du sol sur lequel va être posé votre bâtiment. Merci beaucoup, Monsieur Loïc, d'avoir accepté notre invitation et de participer à notre podcast. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en avant, en lumière des professionnels africains qui réalisent des projets sur le continent, de pouvoir les mettre en visibilité pour surtout les personnes de la diaspora qui ont envie de réaliser le plus souvent des projets en Afrique. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir nous retrouver des professionnels qui on a pour vérifier et valider en amont, pour pouvoir faire des échanges avec eux et les mettre en place sur notre plateforme, qu'ils puissent avoir un accès à la diaspora. Donc vous, c'est Monsieur Loïc, donc Confo, vous êtes ingénieur dans le bâtiment, donc génie civil. Vous êtes basé Oui. au Cameroun, donc précisément à Douala et à Yaoundé aussi. Et du coup, dans ce parcours, dans ce podcast, nous allons parler un peu de vous, qui vous êtes, votre parcours, votre vision, la jeunesse de votre projet Villa et Fils, depuis quand il existe, comment vous l'avez mis en place. Également, nous allons parler par la suite de la diaspora. Donc, si vous avez déjà collaboré avec des personnes de la diaspora, comment est-ce que cela se passe? Si ce n'est pas encore le cas, qu'est-ce que vous envisagez ou qu'est-ce que vous aimeriez vous voyez quoi comme collaboration possible avec des personnes qui sont dans la diaspora? Et que vous, on sait que dans votre projet, vous mettez beaucoup en avant la discipline, la rigueur, le suivi quotidien de vos projets. Vous allez nous parler en quoi ces valeurs-là sont importantes pour vous et que c'est primordial pour réaliser un projet et le conduire jusqu'à sa réussite. Donc, je vais vous laisser vous présenter, expliquer un peu votre parcours, votre structure et voilà. Donc, on enchaînera comme ça au fur et à mesure. Moi, c'est Confo Vini Loïc, ingénieur génie civil, et je suis basé à Douala principalement. À Yaoundé, j'y vais quand il y a des projets. Et je fais le bâtiment depuis, l'entreprise est née depuis au moins 4 ans, en 2021 notamment, où nous avons déjà eu à faire pas mal de bâtiments, notamment beaucoup plus de bâtiments résidentiels. Ça veut dire que plus les maisons d'habitation, du moins. Et puis, depuis ces 4 ans-là, nous avons travaillé avec des particuliers et aussi j'ai eu la chance d'avoir un seul client de la diaspora et j'ai également travaillé avec la cathédrale Saint-Pierre et Paul à Douala où j'exécute constamment les travaux de construction des presbytères notamment. Donc, en grosso modo, je pense que c'est un peu ça. Votre vision, vous, c'est quoi par rapport à votre structure? Est-ce que c'est plus pour... vous avez choisi le domaine résidentiel pour une raison quelconque, le fait que vous voulez habiter le maximum de personnes décemment, ou bien vous avez une vision liée à vos principes et valeurs par rapport à votre projet? Non, également, en principe, dans le projet en question, on a la vision est toujours grande derrière, mais comme on dit souvent, il faut commencer petit avec le moyen de bord. Le plus facile pour moi, ou bien encore pour nous, c'était de commencer par le résidentiel. Parce que notamment, c'est facile de prendre des marchés via des connaissances, parfois via des parce que généralement, le domaine de la construction au Cameroun ou bien en Afrique, je ne vais pas parler de toute l'Afrique, mais du Cameroun en particulier, ça se passe parfois beaucoup plus par le relationnel.
Vous voyez? Ok. Et c'était facile pour nous de commencer par là pour pouvoir déjà démontrer que ce soit à nos entourages ou aux différents contacts des personnes que nous connaissons, ce que nous sommes capables de faire. Ok, donc étape par étape, par phase, maîtriser un Oui, secteur, justement. avoir de la crédibilité et avoir Oui, des résultats, des retours d'expérience, pouvoir aller sur oui, d'autres marchés. Ok, donc d'accord. ça c'est super. Vous savez que le plus souvent les gens, par exemple, ils aiment passer par la famille pour réaliser des projets. Et, pourquoi de nombreuses personnes continuent à passer par la famille ou de passer par les structures professionnelles et quelles sont les problématiques liées à ça? Et pourquoi on devrait plutôt s'intéresser à des institutions professionnelles avec lesquelles on devrait collaborer, qui sont spécialisées dans ce domaine, que de passer par la famille qui n'est pas vraiment en adéquation avec ces domaines. Oui, bien évidemment, c'est un phénomène très fréquent dans notre société parce que beaucoup de personnes, comme on dit souvent, il y a des cousins ou bien des frères qui ont appris parfois la maçonnerie au quartier Hmm. et pour peu qu'il ait travaillé pendant beaucoup d'années, il a l'expérience du terrain. Il se croit apte parfois à construire des édifices. Et puis, il y a l'un des paramètres que les gens négligent souvent, c'est que quand on veut construire en particulier, je vais un peu vous briefer par rapport aux étapes de construction que Mhm. parfois les gens ne respectent pas. Il y a normalement, quand on veut construire, il y a pour la phase étude du projet et il y a le suivi également. Donc, parfois, par la phase d'étude de projet, c'est souvent là où une personne qui veut construire lambda, qui n'a jamais eu à réaliser un projet de construction, il essaie de tâter, de toucher les personnes qu'il a auprès de lui. Ça veut dire il voit un frère ou un cousin qu'il a appris, qui fait dans la maçonnerie, pour lui demander que euh, envie de construire, qu'est-ce que tu me conseilles? La personne va lui dire que je connais un petit là qui fait peut-être non, je peux te tracer le plan moi-même à la main et puis Hmm. on voit comment on va exécuter ça le plus vite possible. Et puis comme parfois c'est moins coûteux parce que c'est le frère qui te trace le plan à la main et qui commence à exécuter, c'est forcément moins coûteux que peut-être si tu prenais un professionnel. Or, l'inconvénient avec ça, c'est que tu n'as pas parfois la garantie de ce que tu es en train de réaliser parce que en passant par un professionnel, on te fait d'abord, premièrement, les plans et tu apportes les modifications au fur et à mesure. Ça te permet que, avant même que le projet ne soit exécuté, tu aies déjà une vision globale de qu'est-ce que sera ton projet. La deuxième phase, Hmm. après ça, on va te faire la partie étude du sol, qui est d'abord une partie très capitale parce que, en fonction du type de projet que tu veux réaliser, si ce soit un bâtiment R+2, R+3, R+4, il y a des études de sol qui doivent être faites. Et Hmm. les études de sol permettent de connaître exactement quelle est la capacité portante du sol sur lequel va être posé votre bâtiment. Donc, Hmm. quand vous voulez construire, la partie étude du sol est très capitale parce que ça permet exactement de connaître pour le bâtiment de type R+3 ou R+4 que je veux poser, quelle est la profondeur idéale à laquelle on doit partir pour poser les fondations. Et quel est même le type de fondation approprié pour la zone où est-ce que mon terrain se situe. Vous voyez un peu. Et Mhm. partant sur cela, ça permet que le cabinet de géotechnique, qui est un cabinet généralement indépendant, ait fait ses analyses et elle fait les analyses en fonction après qu'on ait exécuté les plans, parce qu'elle consulte également les plans. Et Hmm. une fois qu'elle a donné elle donne ses résultats par rapport à votre cas particulier. Je veux dire par rapport au cas particulier de votre projet. Vous voyez? Et maintenant, partant sur ces études géotechniques-là, ainsi que sur les études architecturales que l'on a fait, on remet maintenant le cabinet qui va exécuter les travaux, ou bien que ce soit le bureau d'études que vous avez sollicité, peut décider maintenant de faire ce qu'on appelle un calcul de structure. Le calcul de structure permet de connaître exactement c'est quoi les dimensions des poteaux qu'on va utiliser, c'est quoi les dimensions des poutres qui seront adéquates pour chaque partie de votre bâtiment. Et en fait, en général, le calcul de structure permet de déterminer est-ce que votre bâtiment est stable. Donc, c'est le calcul de structure qui permet de déterminer le ferraillage qui sera approprié. Parce que un autre point, c'est que parfois, les personnes de votre famille ou que vous avez pris, s'il est professionnel du génie civil, c'est correct. Vous voyez. Mhm. Mais s'il n'est pas professionnel du génie civil, il choisit la qualité du fer à utiliser en fonction de ce qu'il a déjà vu sur les chantiers. Vous voyez. Hmm. Or, le bâtiment ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que ton voisin a envie d'utiliser le fer de 10 que toi, tu vas utiliser le fer de 10. Ton bâtiment peut solliciter que ce soit le fer de 12. Donc, c'est tous ces calculs-là
en fonction Mhm. des différentes charges qui seront appliquées sur les pièces en question, que l'ingénieur de structure va déterminer quelles sont les différentes euh, barres de fer que l'on va utiliser pour la stabilité de votre bâtiment. Et une fois que ceci est fait, moi je pense que l'ingénieur de structure va sortir ce qu'on appelle un cahier de charges où sera spécifié quels sont les différents éléments en termes de section de béton, de section d'éléments en termes de béton, acier, qu'il faut à chaque élément porteur du bâtiment en question. Et ceci permet au client d'être sûr que son ouvrage est en train d'être réalisé en toute sécurité. Et Mhm. maintenant, une fois que ces éléments sont sortis, ont été établis, il faudra également que lors de la mise en œuvre du bâtiment, on s'assure que l'on soit en train de respecter ce qui était prescrit au préalable dans le cahier des charges. Parce que ça ne sert à rien de faire un cahier des charges, même de faire un calcul de structure si on n'est pas capable de l'exécuter à la lettre sur le terrain. Vous voyez un peu. Une fois que vous vous assurez que les éléments sont en train d'être réalisés correctement comme il faut sur le terrain, moi je pense que le client peut dormir en paix. Parce que moi je dis souvent, la compétence ou bien la connaissance vient diminuer le risque. Parce que quand tu es compétent, ou bien quand tu as touché les personnes qu'il faut pour exécuter ton projet, le risque, on ne parle plus en ce moment de risque de stabilité ou quoi que ce soit, parce que sur ce côté-là, tu peux dormir tranquille, parce qu'au moins tu Mhm. sais déjà que l'ouvrage Le risque est maîtrisé en fait. ouais, maîtrisé, que le risque est maîtrisé en fait. Merci. Ok, super. Donc, ça veut dire que là, vous avez parlé de plusieurs partenaires. Donc, ça veut dire que quand on est dans la construction d'un bâtiment, le plus souvent, nous, les personnes qui ne s'y connaissent pas, ils voient juste une personne Oui, qui va construire. Mais là, de ce que vous oui, expliquez, il y a plusieurs autres partenaires qui rentrent en jeu et chacun a son rôle. Est-ce oui. que vous pouvez nous citer, par exemple, les partenaires clés euh, les points de complémentarité entre chacun d'entre eux? Vous en avez un peu parlé, mais succinctement pour qu'on puisse savoir, par exemple, quel est le rôle justement de l'ingénieur du sol, de l'architecte, de la personne qui fait les contrôles de suivi, la qualité, les études de structure, qui fait quoi et comment est-ce que ceux-ci collaborent de façon synergique. Voilà. Merci. Je dirais que, premièrement, on passe le principe qu'un client a déjà obtenu son terrain. Oui. Premièrement, il va chercher à avoir un architecte, un bureau d'architecte qui va lui permettre d'esquisser ce qu'il a en tête. Parfois, il y a des clients qui, quand il vient vers vous, il a déjà une idée de ce qu'il veut, mais il n'est pas professionnel pour pouvoir le matérialiser. L'architecte Mhm. va vous permettre de travailler tout ce qui est beau, travailler tout ce qui est euh, plan 2D, plan 3D, vous voyez. Ok. Ça permet d'avoir une vue schématisée de votre projet. Mhm. Après l'architecte, on va passer au bureau d'études Mhm. du sol. Ce cabinet d'études du sol là, en fonction de ce que l'architecte a dessiné, en fonction de la grandeur du projet, eux, ils vont, parce que je vous dis n'importe, je vous explique clairement, vous pouvez avoir un terrain de 1000 mètres carrés, mais vous Mhm. souhaitez construire que sur 400 mètres carrés. Vous voyez? Oui. Ça veut dire que les 600 autres mètres carrés, soit ça peut être les servitudes, soit vous pouvez décider que c'est une grande cour, je ne sais pas Mhm. trop, ou bien que vous pouvez garder une partie pour pouvoir faire un autre bâtiment plus tard. Mhm. Maintenant, avant même d'avancer ici, l'avantage du travail de l'architecte, c'est que lui connaît, il maîtrise un peu les normes d'urbanisme et il va vous faire un projet qui respecte les normes d'urbanisme, puisqu'à la fin, il faudrait sa signature pour pouvoir obtenir le permis de bâtir. Vous voyez? Et Mhm. lui, il a la maîtrise de tout ce qui est, euh, de tout ce qui est loi en vigueur dans le pays où vous êtes en train de vouloir construire. Mhm. Maintenant, si je reviens au géotechnicien, je disais que si vous avez un terrain de 1000 mètres carrés, et Mhm. que vous aviez votre bâtiment doit se poser sur 400 mètres carrés. Le bureau d'études prend le plan de masse, il prend également le plan je veux dire, il prend le plan L'architecte. oui, il prend le plan de l'architecte Mhm. et en ce moment-là, eux, ils ne font les études géotechniques que à l'endroit où le bâtiment doit être posé. Ok. Parce que si on fait les études géotechniques sur tout le site, ça va vous coûter forcément cher. Or, le but aussi, c'est de travailler le rapport qualité-prix. Il Mhm. faudrait travailler avec efficacité et efficience. Mhm. Ça veut dire que le bureau d'études, eux, ils vont, je veux dire, le bureau géotechnique, à partir du plan de l'architecte,
ils vont circonscrire les points de sondage uniquement sur les parties les plus essentielles de votre terrain. Maintenant, suite à leur étude, ils vont vous donner un rapport d'étude géotechnique. Et dans ce rapport d'étude géotechnique-là, il y a ce qu'on appelle la contrainte admissible du sol. La contrainte admissible du sol, c'est, comme j'expliquais, la capacité portante de votre sol. C'est-à-dire que c'est la charge maximale que le sol peut supporter. Et partant sur cette capacité portante du sol-là, parfois, ils vont vous préconiser le type de fondation qui est adapté à votre bâtiment. Et suite à cela, vous allez remettre ce document-là, ainsi que le cahier de l'architecte, à un bureau de calcul de structure. Vous voyez un peu. Le bureau de calcul de structure, ils se servent du plan de l'architecte, ainsi que des données d'études géotechniques pour pouvoir faire ce qu'on appelle le dimensionnement du bâtiment. Et suite à ce dimensionnement du bâtiment-là, ils vont obtenir les sections de ferraillage. Ils vont d'abord faire ce qu'on appelle un prédimensionnement pour pouvoir obtenir à chaque position les poteaux, les sections des poteaux, des poutres qui vont mettre de manière aléatoire. Bon, c'est vrai qu'il y a des formules de calcul en ingénierie pour pouvoir faire les prédimensionnements. Et partant sur ça, ils vont maintenant faire ce qu'on appelle un dimensionnement en fonction des logiciels que nous avons. Parfois, on utilise le robot, qui est un logiciel de calcul de structure. Ils vont y faire un dimensionnement proprement dit. Et partant sur ce dimensionnement proprement dit là, ils vont sortir les plans structuraux, notamment les plans de fondation, parce que l'ingénieur lui dessine également les plans. Il va faire les plans de fondation, parce que l'architecte ne peut pas faire les plans de fondation parce que ce n'est pas lui qui dimensionne. Et il peut arriver que l'ingénieur, pendant ses calculs de structure, il apporte des modifications sur le plan que l'architecte a fait. Mais pour que ces modifications soient calées, il faudrait qu'il demande l'accord de l'architecte. C'est la raison pour laquelle l'ingénieur et l'architecte travaillent constamment ensemble pour être sûr que l'ingénieur ne fasse pas une modification que l'architecte ne va pas apprécier et qui peut avoir un problème sur le plan esthétique par rapport au client. Donc, c'est la raison pour laquelle un architecte peut mettre une poutre, dit n'importe quoi, de 20 mètres ou de 15 mètres. Et l'ingénieur estime que la poutre de 20 mètres, de 15 mètres, là, pour qu'elle soit stable, il faudrait qu'elle ait une grosse retombée. La retombée de la poutre, c'est la partie visible de la poutre en dessous de la dalle. Voilà, en fait, c'est ce qu'on appelle la retombée de la poutre. Donc, il faudrait qu'elle ait une grosse retombée. Or, sur le plan esthétique, ce n'est plus beau parce que voir une grosse poutre en dessous, en fonction du type de bâtiment, ça peut avoir un impact. Et en ce moment-là, l'ingénieur interpelle l'architecte que moi, je veux mettre un poteau, dis n'importe quoi, à tous les 4 mètres. Comment est-ce que tu penses que cela peut être possible? Comment est-ce qu'on peut jouer avec ça pour permettre de réduire la section de la poutre, mais tout en gardant le côté esthétique du bâtiment? Donc, à ce moment-là, ils vont essayer de trouver un juste milieu pour pouvoir s'accorder. Et maintenant encore également, quand l'ingénieur fait donc le calcul de structure, s'il y a des modifications, il consulte l'architecte. Après ça, il va sortir les plans structuraux, comme j'expliquais, qui sont les plans de fondation, les plans de dimensionnement des différents éléments porteurs, poteaux, poutres, dalles, escaliers, tout ça. Il va également sortir le cahier des charges. Dans le cahier des charges, il va spécifier tous les éléments qui vont entrer dans la réalisation proprement dite, de manière structurelle. Et maintenant, une fois que on a fini avec l'ingénieur de structure, c'est à ce moment-là qu'intervient le bureau, qui interpelle l'entreprise proprement dit qui réalise, ou bien le réalisateur en question. Généralement, ce que les gens ne savent pas, c'est que la personne qui est en train d'exécuter ce chantier, il n'est que l'exécutant. Puisque avant lui, il y a 3 phases en amont qui doivent être en arrière qui ont été faites et qui doivent être respectées pour s'assurer d'une réalisation je vais dire quoi, conforme, quoi. En forme du moins. Donc les 3 étapes là, ce sont souvent les étapes que beaucoup de personnes trichent. Exactement. Beaucoup de personnes veulent jongler en Afrique parce qu'ils se disent que non, ça sert à rien, c'est coûteux. Oui, l'architecte c'est coûteux, l'étude géotechnique c'est ceci. Et puis, il y a même d'autres qui estiment que parce que son voisin a construit le RE+3 à côté de son terrain, si lui fait sa PAM RE+4, ça va supporter. Il dit qu'il n'a jamais vu son voisin faire les études du sol. Donc, vraiment, c'est pas nécessaire. Ça va nous coûter cher pour bien. Ce sont les langages que nous, les clients nous tiennent tout le temps. Donc, c'est un peu ça. Et puis, c'est notre rôle de leur faire savoir exactement. Parce que beaucoup de clients
non pas l'explication que je suis en train de vous donner là. Parce Exactement. que parfois, ils se sont laissés impacter par leur entourage ou bien par les Mhm. personnes avec qui ils ont plus d'affinité. Or, ils ne savent pas que si tu es prêt, moi je dis souvent à un client que tu veux faire un bâtiment de 100 millions de francs CFA, mais Mhm. tu n'es pas prêt à sortir 3 millions, 4 millions pour faire la partie étude qui va permettre de sécuriser ton investissement de 100 millions. Vraiment, moi, je trouve que ce n'est pas raisonnable parce que Ouais. ça ne sert à rien de partir sur un projet si tu n'as pas la capacité de maîtriser le risque. Or, Mhm. si ces éléments-là sont faits en arrière, tu peux maintenant être sûr que tu te concentres juste sur la partie financière. Et maintenant, une fois que vous avez cherché le réalisateur proprement dit, le client, de son côté, Le peut réalisateur, décider c'est maintenant l'ingénieur du coup. d'avoir... C'est l'ingénieur du Oui, pardon? civil. Enfin, le réalisateur, du coup, c'est lui l'ingénieur. Oui, C'est oui, l'ingénieur oui, civil, quoi. Ok. oui, oui, c'est ça. Maintenant, le client peut décider maintenant, une fois qu'il a passé ces différentes étapes-là, il peut maintenant chercher un cabinet de contrôle. Un cabinet de contrôle qui est extérieur à tous ces partenaires-là pour venir vérifier la mise en œuvre de ce qui a été spécifié dans le cahier des charges. À ce moment-là, le cabinet de suivi est comme l'œil de l'ingénieur. Ok. Vous voyez un peu. Donc, il est comme l'œil plutôt du maître d'ouvrage, qui est le client, en fait. Plutôt, Ok. je me suis embrouillé dans l'expression, qui est plutôt comme l'œil de maître d'ouvrage sur le chantier. Ok. Et en ce moment-là, le bureau de suivi, eux, ils vont venir sur le chantier peut-être chaque jour, je ne sais pas, en fonction de leurs accords, peut-être 3 fois par semaine. Ils vont faire les rapports succincts. Bien que l'entreprise qui réalise fait déjà ces rapports, l'ingénieur, le bureau de suivi fera également ces rapports et qui vont soumettre, que ce soit de manière hebdomadaire, que ce soit de manière mensuelle au client pour qu'il ait une image, une idée de l'évolution de son projet dans les moindres détails. Donc, Ok. c'est un peu ça. Du coup, le bureau d'études, lui, il va faire le compte rendu. Enfin, le bureau de contrôle, il va faire son Oui. compte rendu au bureau d'études, qui, lui, va faire son compte rendu Non, non, non. au Le bureau bureau de d'architecture. contrôle, Mhm. non, le bureau de contrôle, lui, fait son rapport directement au client. Au Parce que client. Ok. si il fait son rapport au bureau de réalisation, Mhm. il peut avoir un compromis entre eux, dans le sens où, je dis n'importe Mhm. quoi, s'il y a eu une erreur qu'il a observée sur le chantier, il ne sera pas transparent dans sa prise de décision parce qu'il il est en train de donner le rapport au bureau d'études. Ok. Au bureau de réalisation. Or, ce n'est pas le bureau de réalisation qui l'engage, c'est le client qui l'engage pour qu'il lui donne un rapport succinct, donc Ok. transparent de ce qui est en train d'être fait. Donc, lui doit faire son rapport au client, pas aux autres Oh, intervenants. d'accord. Ok, ok. Donc, le bureau de contrôle, lui, c'est le client direct qui est son contact Voilà, direct, quoi. justement. Et lui, c'est quoi? Voilà. C'est un ingénieur aussi? C'est un architecte? Il a quoi comme profil, lui? Il peut avoir, dans les bureaux de suivi ou de contrôle, ils ont souvent des architectes et des ingénieurs qui travaillent pour eux. Ok. Et eux, ils viennent avec l'expertise toujours des génies civils pour avoir un œil de professionnel, hormis de votre bureau de réalisation qui a déjà des éléments, des gens compétents. Mais Ok. ceux-là, ils sont là pour être sûrs qu'on parle le même langage parce que le génie civil, je veux dire n'importe quoi. Du moment où on est ingénieur, on parle tous le même langage. Il faudra Ok. seulement être sûr que celui qui est en train de réaliser ne soit pas en train de jongler, qu'il soit en train de faire ce qui doit être fait. Ok. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est architecte dans un autre projet peut se retrouver comme surveillant dans un autre projet et Bien vice-versa. sûr, bien sûr. D'accord, ok. Mais du coup, ça veut dire que quoi, quelqu'un qui a un projet, supposons quelqu'un qui est de la diaspora, il a envie de réaliser un projet, lui, à qui il doit venir faire face du coup? Parce que là, vous avez parlé de beaucoup de partenaires. Son point d'entrée, ça va être quoi? Le cabinet d'architecture, vu que c'est lui qui va d'abord essayer de mettre les esquisses de ce qu'il a besoin, et ensuite lui, il va dispatcher avec les autres profils, et c'est avec lui uniquement Oui, qu'il coordonne, ou bien c'est à l'ingénieur qui va venir voir, et que c'est ingénieur qui va aller chercher les autres partenaires. Parce que on a entendu aussi, c'est qu'en Afrique, il y a certains qui font tout. Quelqu'un, il te dit un génie bâtiment, c'est lui qui trace, c'est lui qui fait tout. Tu dis, mais c'est différent de ce que vous m'expliquez là, du coup. oui, 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 justement, je vous expliquais ça, c'est la partie formelle que j'étais Hmm. en train de vous expliquer. Maintenant, il y a la réalité du terrain. Mhm. Par exemple, je sais dessiner les plans, je sais faire le calcul de structure, c'est juste l'étude géotechnique que je ne fais pas. Parce Ok. que quand tu vas à l'école, on a les bases en architecture, vous voyez. Et Mhm. puis, quand les projets ne sont pas très complexes,
tu peux faire les plans, tu peux faire les plans facilement. Maintenant, le client qui veut réaliser son projet, ce qu'il doit faire premièrement, c'est consulter un cabinet de génie civil. Quand il consulte un bâtiment, un cabinet de génie civil, Ou à qui il veut architecture, du confier coup. son projet. Ou le cabinet Oui, à qui il d'architecture, veut confier. forcément. OK. Oui, à qui il veut confier son projet. Le cabinet, parfois, dans ses bureaux, a déjà un architecte avec qui il travaille. Ou un peu. OK. Maintenant, ils ont un architecte, ils ont un ingénieur de structure. OK. Donc, en fonction de leur, ils vont s'accorder. Et maintenant, la partie architecturale, c'est l'architecte du cabinet qui va faire la partie architecturale. Après, il va donner c'est plutôt le bureau de géotechnique, généralement, qui est extérieur. OK. Ou, soit l'entreprise peut vous proposer les géotechniciens avec qui ils travaillent, ou alors vous pouvez choisir de chercher votre géotechnicien à l'extérieur. Maintenant, quand les deux, l'architecte et les géotechniques vont donner les résultats, la même entreprise va faire le calcul de structure et à la fin, le client, si il veut être plus sûr, il prend ce document que le bureau lui a fourni là, il remet à son bureau de contrôle déjà, qui peut déjà intervenir déjà dans la partie étude du projet déjà. Ils peuvent faire ce qu'on appelle une contre-expertise. OK. Donc, il commence déjà à vérifier déjà si les plans là, les documents sont déjà... D'autant plus que quand vous allez prendre un bureau de suivi, avant même qu'il ne commence à intervenir sur le projet, il faudra qu'il ait déjà les éléments de réalisation pour prendre connaissance déjà du projet. Vous voyez un peu. OK. Et quand ils vont prendre connaissance du projet, donc à ce moment-là, ils vont déjà commencer à étudier déjà les plans, ils vont étudier tout ce qui a déjà été fait. Et partant sur ça, ils vont maintenant vous accompagner dans la réalisation proprement dit. Et comme aussi, s'il y a un problème sur le plan technique, sur le plan de ce qui a déjà été fait, ils peuvent vous briefer ou bien vous dire qu'à tel niveau, je pense que vous devez demander au bureau. Ils peuvent apporter les modifications comme ci, comme ça. En fait, le but, c'est que tous ces intervenants-là vous permettent de réaliser votre projet que tout se passe bien, en fait. C'est pas de leur cogner la tête ou bien Être dans la sérénité, en fait. Oui, ou bien être dans les conflits. Le plus important, c'est que vous soyez sûr que ce que l'œil A est en train de dire, c'est presque la même chose que l'œil B est en train de penser. C'est la même chose que l'œil B est en train de penser. Et qu'en ce moment-là, ça vous rassure et ça vous permet d'avancer. Parce qu'à la fin, c'est que vous soyez... Ce que l'on veut tous, c'est que vous réalisez votre projet. Donc, ça veut dire que le point d'entrée, ça peut être soit un cabinet d'ingénieur qui, lui, dans son sein, a déjà un architecte. Ça peut être l'inverse aussi, un cabinet d'architecte qui, lui, en son sein, il a des ingénieurs. Voilà, justement. OK. D'accord, OK. Mais quand même, il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait les deux, en fait. L'autre problème, c'est que... Oui, je disais que l'autre problème, c'est que parfois, quand vous entrez par un cabinet d'architecte, lui, parfois, il n'a pas forcément l'équipe de réalisation. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Il n'a pas le quoi? Il n'a pas forcément une équipe pour réaliser, pour la mise en œuvre sur le chantier. Ah, le cabinet d'architecte, OK. Oui, parfois ils n'ont pas des équipes de mise en œuvre directement sur le chantier. Or, quand mais vous il a des entrez par un partenaires. cabinet, quand vous entrez plutôt par un cabinet d'ingénieurs, c'est plus facile parce que, comme on dit généralement les ingénieurs, c'est les hommes de terrain. Forcément, ils ont, la plupart des temps, ils ont toujours puisqu'ils ont les chantiers en cours, ils ont toujours des équipes de réalisation avec qui ils travaillent. Et c'est plus facile pour eux de continuer avec vous dans le projet en question. Et du coup, maintenant, pour quelqu'un qui est là, par exemple, qui a envie de réaliser un projet, donc on a compris pourquoi c'est primordial de passer par les structures professionnelles pour réaliser les projets par rapport à toutes ces phases que vous avez citées en amont, qui sont négligées le plus souvent. Mais en gros, quelqu'un sur quoi, par exemple, quelqu'un qui est de la diaspora, il doit faire attention, par exemple, avant le lancement du projet déjà, qu'est-ce qu'il doit d'abord être sûr que ça a été mis en place, qu'est-ce qu'il doit vérifier, sur quoi il doit être assuré que ça c'est bon avant de se lancer dans un projet. Il doit partir sur le principe de vérifier leur portfolio, donc ce qu'ils ont déjà eu à réaliser. Donc, ils cherchent peut-être une personne qui est un peu du domaine, que ce soit via ses connaissances, quelqu'un qui maîtrise un peu le bâtiment et que partant avec cette personne-là, il va regarder, la personne va l'aider un peu à regarder la crédibilité de l'entreprise, quitte à ce qu'ils peuvent même visiter les chantiers qui ont déjà été exécutés par l'entreprise
pour le permettre de voir ce qu'ils font de manière concrète sur le terrain. Et Mhm. sur ça, là, ils peuvent, sur ce qu'ils ont vu avec l'œil, et ils peuvent déjà au moins s'engager. Beaucoup plus se mettre l'accent sur ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Donc, s'ils Ok, peuvent vous amener dans les chantiers qui sont en cours, bien sur les différents ouvrages réalisés, c'est l'idéal. Mais le plus important, même, c'est les chantiers qui sont en cours. Vous voyez les méthodes de travail, les mises en Hmm. œuvre, comment est-ce qu'ils sont en train de se mouvoir et tout ça là. Peut-être en les Hmm. observant pendant 1, 2 semaines, c'est pas trop. Vous pouvez vous décider. Ok. Et, Donc maintenant, supposons maintenant il a fait son choix, il a choisi quelqu'un qui pourrait correspondre à son projet. Mais pour, par exemple, comment il doit s'assurer que le projet avance bien euh, quotidiennement? Est-ce que il doit forcément passer par donc, ce bureau de contrôle ou bien il y a d'autres mécanismes, d'autres méthodologies qui existent pour être sûr quand même que son projet est en train d'avancer dans de bonnes conditions? Parce que si tu n'es pas là et que tu n'arrives pas à voir, comment tu peux être sûr? il va essayer un peu chaque semaine, en fin de semaine, de faire le compte rendu de tout ce qui a été réalisé en termes d'image ou Hmm. en termes de rapport écrit et qui est illustré par des images. Ça va lui permettre d'être sûr que chaque semaine, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et un autre élément, c'est que quand tu prends le projet de quelqu'un, le projet s'y construit en étapes. Il y a la fondation, l'élévation du rez-de-chaussée, Hmm. le roulage de la première dalle, l'élévation de l'étage. Je passe sur un bâtiment R+1. Après l'élévation de l'étage, on fait les chaînages, on prépare la charpente avant d'entrer dans les finitions. Donc, Hmm. il doit être sûr que quand on tient à la phase 1, qui est par exemple la fondation, quand les fouilles ont été faites, on lui fait les images des fouilles qui ont été faites et que s'il a son cabinet de suivi, il va aller vérifier si exactement les gars ont creusé à la profondeur qu'il faut pour pouvoir poser les semelles. Est-ce que avant de poser les semelles, on devait verser la porcelaine décompactée? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que après avoir coulé les semelles, comment c'est continuer avec les amorces et tous ces éléments-là? Ça Ok, permet au client quand même de vivre le chantier, même s'il n'est pas sur le terrain. exactement. Et forcément, il débourse les fonds en fonction de l'évolution des travaux. Parce Hmm. que il va pas donner son argent, dire n'importe quoi, Donner sans tout être d'un seul sûr que coup. les choses sont en train d'être, oui, sans être sûr que les choses sont en train d'être faites, sont en train de suivre leur cours. Donc, l'idéal, c'est de de faire sortir l'argent ou bien de, 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 de poursuivre les travaux de manière financière avec l'entreprise en fonction de vos accords, bien sûr, et que chaque partie respecte ses accords. Ça veut dire que si on a dit que la première phase, on va te donner n'importe quoi, 2 millions, mais que à la première phase, là, tu dois être déjà à tel niveau, il faudrait que, avant que les prochains versements ne se fassent, que tu sois quand même à ce niveau-là Ok, pour être sûr qu'on travaille dans la transparence, puisqu'il ne faut pas que le ok, client ait l'impression que son argent peut sortir pour rien. d'accord. Donc, Donc c'est un peu ça. un travail par phase, par étape, pour être sûr que bah, à chaque fois qu'il y a des réalisations, que tu sois mis au courant de comment est-ce que cela avance. Oui, Mais maintenant, une fois que le oui. projet il est réalisé, est-ce que il a des garanties en tant qu'ingénieur, je ne sais pas, quand un projet est réalisé, c'est quoi la garantie? Il y a un deadline de 3 mois, de 6 mois, de 1 an ou c'est 10 ans, une fois que le projet est réalisé? En fonction des types de contrats que vous avez, normalement, quand tu finis la réalisation du projet de quelqu'un, il y a normalement une période dans laquelle s'il y a un problème sur le bâtiment, c'est toi qui es responsable du bâtiment en question. Si Hmm. normalement le bâtiment subit les mêmes charges qui ont été appliquées, les charges qui sont appliquées, c'est les mêmes qui ont été prévues au préalable. Normalement, je pense, en principe, ça doit être pour une période de 5 à 10 ans, en Ok, fonction des types de projets, je veux dire, parce que les deadlines ne sont pas les mêmes, et c'est en fonction des contrats. Le, ok. le, 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 Que ça le, change. le bureau oui, le bureau de réalisation a sa part de responsabilité là-dessus. De savoir que si le bâtiment a un problème, ils doivent venir intervenir pour réparer Ok, les dommages. Mais d'accord. généralement, et aussi un autre truc à spécifier, c'est que s'il est passé plutôt par la méthode de qu'il a son bureau de suivi, Mhm. quand il y a un problème sur le bâtiment, le cabinet de suivi, ils sont responsables aussi également, hein, parce que eux, Mhm. oui, justement, parce que tu as payé une contre-expertise pour être sûr que
ce qu'on est en train d'exécuter là, c'est réellement ça, et ils t'ont donné le OK. C'est-à-dire que quand ils te donnent le OK, ça veut dire que tu peux dormir tranquille. Mais si demain, il y a un problème, parmi les intervenants à qui on doit on doit s'en prendre, eux également, ils font partie parce que vous les avez payés pour leur expertise, en fait. Ok. L'objectif, c'est que à la fin, le client, quand il travaille avec vous, il doit être vraiment en sécurité, bien, il doit pas travailler avec les doutes, vous voyez. Donc, et puis, si le client a un problème particulier, vous devrez l'amener, ou bien vous devez l'amener normalement de manière explicative à comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il ne doit pas se faire les doutes, ou encore en fonction du type de problème qui intervient, vous pouvez même décider de faire une contre-expertise qui est même financée en partie par vous pour montrer au client que vraiment vous êtes transparent dans ce que vous faites et que vous n'êtes pas en train de travailler comme, on va dire, un féman qui veut juste prendre son argent et partir. Ça, c'est très bien ça. Parce que ça prouve que déjà que vous êtes sûr de vous et que vous êtes sur la bonne voie, que vous n'avez rien à cacher et que vous êtes au contraire dans son camp. Mais justement, donc ça c'est dans le meilleur des cas, mais on sait qu'en général, dans la construction en Afrique, il y a beaucoup de défis liés au bâtiment. Vous, par exemple, quels sont les défis les plus récurrents que vous rencontrez quand vous êtes dans le domaine de la réalisation, par exemple, d'un projet? Quels sont les problèmes les plus récurrents qui arrivent dans les projets? Mais généralement, les problèmes les plus récurrents dans les projets, parfois c'est sur le plan technique, avec souvent des techniciens qui n'ont pas parfois le sens de la responsabilité, dans le sens où quelqu'un, par exemple, pour peu que son enfant ait chauffé la nuit, il décide de ne pas venir au matin au chantier, il ne tient même pas au courant par appel téléphonique pour que tu saches comment faire intervenir quelqu'un d'autre peut-être pour occuper son poste pour cette journée-là. Il ne tient pas compte du fait que tu as des délais que tu dois respecter. Parce que quand on gère une équipe ou bien quand on gère une entreprise, c'est vrai qu'il y a un côté humain, mais aussi on a des responsabilités qui nous tiennent au cours et qui doivent être automatiquement respectées parce que tu as l'obligation de résultat avec le client. Et pour peu qu'il y ait un problème, il faudrait que tu sois en train de trouver des solutions alternatives pour pouvoir pallier à cela. Et parfois aussi, il y a des vols. Il faut qu'on se dise la vérité. Des personnes qui, quand ils travaillent, ils ont toujours les intentions de vouloir toucher à ce qui ne leur appartient pas. Il faudrait être toujours regardant là-dessus, mettre vraiment l'accent. Alors, moi, généralement, particulièrement, quand moi j'ai des chantiers, je suis souvent au chantier presque chaque jour. S'il y a 2-3 chantiers, je fais l'effort d'être sur chaque chantier au moins 3 heures de temps par jour. Ok, vous ne laissez pas vos ouvriers tout seuls parce que vous rencontrez le problème de fiabilité en fait de certains ouvriers. À la fin, quand il y a un problème, ça vous engage. C'est pas eux qui sont responsables. Donc, il faudra toujours être là pour pouvoir observer les choses. Et quand il y a un problème, appuyer ou bien remédier au problème le plus rapidement possible et pour pouvoir permettre que ce soit de votre côté de rassurer le client, que ce soit de votre côté de l'élever. Parce que s'il y a une mauvaise graine qui fait partie de n'importe quoi, d'un groupe de 15 personnes, c'est plus facile de retirer la mauvaise graine là avant qu'elle ne contamine les autres 14 personnes là. Donc, il faudrait toujours être, parce qu'il y a parfois aussi même des techniciens qui se disent parce qu'il est, il est un bon, dit n'importe quoi, un bon maçon, mais qui n'est pas discipliné. Il est irremplaçable. Oui, il se dit que parfois il est remplaçable. Donc, parfois, tu vas prendre le temps de lui expliquer, de pouvoir l'amener à rejoindre le bon chemin. Mais s'il arrive que tu te rends compte que son indiscipline là est en train d'avoir des répercussions sur les autres, vraiment, il faudra l'éloigner parce que personne n'est irremplaçable. Si tu parles, ça va peut-être prendre du temps, ou bien je ne sais pas trop, être difficile pour l'entreprise pour une certaine période, mais on va trouver toujours une solution pour avancer. Parce que le but à la fin, c'est d'avancer. Donc, il y a souvent ces problèmes-là. Et aussi, parfois, il y a le problème aussi parfois avec des clients. Il y a des clients qui, au niveau des paiements, ils ne respectent pas les paiements. Et vous savez, les chantiers, quand tu viens le chantier, tu es souvent confronté, généralement beaucoup en Afrique, pas pour
taquiner quelqu'un, tu es souvent confronté beaucoup à des personnes parce que le chantier, c'est un secteur d'activité au Cameroun ou bien en Afrique qui regroupe qui accepte tout le monde, on va dire ça comme ça. Dans le sens où parfois des manœuvres qui viennent travailler avec vous, les manœuvres sont les aides-maçons. Ce ne sont pas parfois les gens qui ont appris la technicité à l'école. Ce sont parfois des gens parce qu'ils veulent gagner leur pain quotidien, ils passent, quand ils vont en chantier, ils demandent parce qu'on n'a pas d'école professionnelle en fait. Ouais. Voilà, justement, en fonction des besoins que vous avez sur la main, vous pouvez vous trouver en train de recruter les petits dans l'entourage où vous partez. Parce que c'est aussi important de rappeler aux gens que quand tu gères un chantier de construction, vous savez, en Afrique, on n'est pas. Il y a la réalité africaine est différente de la réalité occidentale. Parce que quand tu vas gérer un chantier dans un quartier, c'est toujours important de recruter même 2-3 personnes du quartier. Ça permet que sur le plan sécuritaire, tu n'es pas forcément embêté. Parce qu'il arrive souvent qu'on finisse tard. Et ce sont des petits là parfois qui raccompagnent même les gars parce on les a vus au quartier avec ces gars, on sait que nous sommes les amis des gars en question. Ou encore, sur un autre plan, c'est que quand il y a des personnes quand ils ont les mamans du quartier ou bien les papas du quartier, quand ils ont vu que vous avez recruté quand même les enfants de leur quartier, et la perception qu'ils ont de vous en tant qu'inconnus qui venez dans leur quartier, ce n'est plus la même. Ils vous prennent déjà un peu comme la famille parce qu'ils ne sont pas sur leur garde avec vous en fait. Oui. C'est parce que il faudrait... ils ne vont pas aller gâter là où leurs enfants mangent en fait. Voilà, justement, ils ne peuvent pas venir gâter là où les enfants mangent parce qu'il y a beaucoup de sabotage. Quelqu'un, parce qu'il est fâché, peut venir briser le tuyau avec lequel qui vous alimente l'eau au chantier le matin. Ce sont les réalités. Ah ouais. Et oui, bien sûr, pour peu que vous arrivez le matin, ce tuyau a été brisé là, c'est 30 minutes, c'est 1 heure de temps qui est perdu, c'est qu'il y a des répercussions. Et les employés ne vont pas comprendre parce que ce n'est pas leur problème. Ils sont arrivés au travail à l'heure, il faudrait qu'à la fin de la journée, ils soient rémunérés comme c'était prévu. Mais par contre, vous, c'est un problème sur votre productivité, sur la productivité journalière. Donc, tous ces petits paramètres-là, parfois, entrent en jeu. Et comme je disais, il y a des clients qui ne respectent pas parfois les paiements. Et ça a un impact souvent si l'entreprise n'a pas un budget de roulement qui, en fonction de contrat, avec laquelle elle peut soutenir ses techniciens. Parce que le domaine chantier, on paye les gens chaque samedi. C'est rare de voir. Quand tu décides de payer les gens chaque mois, c'est parfois pour des entreprises déjà bien à un certain niveau. Mais la plupart du temps, généralement, les techniciens préfèrent qu'on les paye le samedi. Parce que chaque samedi. Oui, généralement, c'est chaque samedi. Donc, si par exemple, vous, le manager, vous n'avez pas un fonds de roulement, pour peu que les fonds n'arrivent pas à temps, vous pouvez vous retrouver en conflit avec vos techniciens qui peuvent décider de boycotter même le chantier le lundi, ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas été payés. Et tout ça, là, c'est la réalité. Celui qui ne vient pas, mais qui ne vient pas en Afrique tout le temps, il ne va pas connaître ça. Mais moi, j'ai vu des chefs chantiers qui ont été fermés dans le magasin au chantier parce que les techniciens, ils estiment qu'ils n'ont pas été payés. Et surtout quand c'est récurrent. Quand tu ne payes pas les gens tout le temps, eux aussi, ils vont utiliser leur côté impulsif pour te démontrer qu'ils ne sont pas contents. C'est qui n'est pas justifié parce qu'ils ont des responsabilités, des familles derrière aussi. Ouais, justement. Du coup, ça crée donc une lourdeur derrière, un retard. Ouais. Voilà. Donc, moi, par exemple, particulièrement, quand je travaille, j'ai quand même un fonds de roulement avec le Chounou qui fait que j'ai jamais eu des problèmes de paye sur mes chantiers. Généralement, quand le client ne m'a pas déboursé et que parce que moi, je conseille sur vos clients aussi, c'est que si tu sais que tu dois gérer les fonds à quelqu'un ou à l'entrepreneur ou à l'entreprise le mercredi ou bien le jeudi, si c'est que tu es dans l'indisponibilité de fournir ces fonds-là, le plus important d'abord, c'est déjà de faire part de l'information au manager pour qu'il puisse savoir déjà comment est-ce qu'il va placer ses pions pour être sûr que le samedi, il n'y aura pas de conflits. Parce que c'est possible que quand on passe dans un chantier, on se rend compte que les gens sont mécontents, parfois pour des problèmes de paye, ça donne une mauvaise image. Et un autre truc, c'est que le client, en ce moment-là, lui, ne voit pas la répercussion, l'impact que ça a parce que il est juste axé sur le fait que je paye tout le temps, mais si aujourd'hui il n'y a pas l'argent, ils doivent comprendre. Or, c'est pas ça. L'autre conflit, c'est que toi, le manager, tu peux avoir un problème avec tes gars, quitte à ce que quand tu as un autre chantier, tu les appelles pour venir exécuter les travaux. Les gens ne sont plus disponibles à venir travailler avec toi parce qu'ils se disent que tu ne les payes pas à temps et puis ça ne les permet pas de résoudre leurs problèmes. Parce qu'à la fin, personne ne veut les problèmes. Si chacun a travaillé et qu'il a son rémunération, vous ne serez jamais en conflit. Donc,
pendant que tu mets la pression au gars en semaine pour obtenir le bon rendement et un travail de qualité, les gars t'attendent aussi le week-end qu'il faudra aussi qu'au moment où il faut débourser les formes, que tu commences par tenir Voilà. un langage compliqué. Parce que Ok. c'est bien beau de mettre la pression aux gens. Au Hmm. moment où il faut l'argent, il ne faudrait pas que les discours commencent à changer, tu commences à être un bon poète ou bien Hmm. un bon, Ouais, c'est un bon pompier. un parleur, quoi. C'est très challengeant ça. Oui, Du coup, ça veut dire que les ouais, clients, justement, une réalité différente. ils font vraiment des erreurs par rapport à ça. Donc, à part le paiement, est-ce qu'il y a d'autres erreurs que vous rencontrez de la part des clients? Oui, oui, un autre paramètre avec les clients. Oui, c'est toujours avec les clients. Hmm. Oui. Puis un autre paramètre parfois avec les clients, c'est que quand on est souvent sur un chantier, moi, ce que je préconise souvent, c'est qu'on fasse une clôture pour pouvoir euh, fermer les alentours du chantier, pour permettre que tout le monde n'ait pas son avis à dire. Comme vous savez, en Afrique, tout le monde est toujours professionnel. Même le papa du quartier, parce qu'il a déjà construit sa maison une fois, il pense toujours qu'il a toujours à dire. Parfois, il vient, il estime que la fondation qu'on a faite est trop basse, que c'est bas, que par rapport au niveau de Hmm. la route, lui, il estime que ça devait être plus haute, ceci, cela. Or, il y a eu des études qui ont été faites en avant. Or, il ne sait pas parfois Hmm. même soulever un peu la fondation, parfois c'est un plan, c'est sur le coup, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on met tel élément à la place de tel élément, il ne connaît pas, peut-être ça a été décidé avec le client sur le cahier des charges, parfois il attend Hmm. quand le client est là, quand le client va peut-être venir pour faire une visite chantier, il appelle derrière, il dit que non, vraiment, ce que les gars sont en train de faire là, tel élément, à tel élément n'est pas en train d'être fait comme ça avait été fait chez moi, parce qu'il veut prendre la France Hmm. chez lui. Or, le chez lui n'est pas forcément ce qui a été fait avec les Hmm. normes. Les attentes Donc, ne sont pas les mêmes, surtout. Ouais. oui, justement. Ou peut-être que chez lui, il n'y a pas eu toutes les études. Ouais. Oui, justement. Donc, ça fait que parfois des clients se retrouvent en train de douter ou bien commencent à être fragiles. Il dit, mais je veux dire, ne pas laisser tout le monde venir parler sur ce qui est en train d'être fait parce que si on veut gérer un projet, je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait une méthodologie ou bien un plan de route qu'on est en train de suivre. C'est pas tout le monde Mhm. qui va venir donner son avis Mhm. sur ce qui est en train d'être fait. Donc, ce sont Ok. les petits trucs comme ça Ok. petits Du coup, moi, challenges. quand vous dites de clôture, c'est pas forcément une clôture par bâtiment, même mettre des tôles juste pour Oui, empêcher la vue aux autres personnes, quoi. oui, justement, les contreplaqués, ça n'a pas forcément besoin d'être. Ok. On prend des lattes là, on fait des croisillons là, et Mhm. on pointe dessus. Ça permet juste que dans l'enceinte du chantier, on reste dans le cadre du travail juste et que ce soit pas, on se disperse pas en fait. Hmm. Ok, super. Bah, ça, on a bien compris. Maintenant, on va parler un peu bah, des personnes de la diaspora. C'est en même temps une opportunité et parfois un défi, que ce soit pour les personnes qui sont ici et pour vous sur place. Vous, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez déjà collaboré avec des clients qui étaient de la diaspora. C'était dans quel cas et comment cela s'est passé et quel aurait été peut-être l'idéal dans ce cas? ou, ou des choses voilà, qui devraient bien se faire pour que ça matche bien. Parce que parfois, bah, il y a des incompréhensions des deux parties. Oui, justement, j'ai en collaboration avec. Moi, j'avais déjà eu à réaliser le bâtiment d'une personne de la diaspora, notamment la personne qui est en France. Et c'était un bâtiment à usage d'habitation. C'était sa résidence principale Mhm. dans le quartier qu'on appelle Lenji, à Douala. Ok. Donc, en toute honnêteté, on avait travaillé sur. Le projet n'était pas allé du début à la fin parce que pour les problèmes de moyens financiers, on allait en étapes. Donc, on a fait la Mhm. fondation, après on fait l'élévation pour la dalle, et après on a continué au chaînage, et après ça on a fait la toiture. Donc, avec le client en particulier, les choses s'étaient bien passées. Mhm. Honnêtement, c'était quelqu'un. L'avantage que j'avais eu, ou bien que nous avons eu dans ce sens-là, c'était parce que la personne était un peu dans le domaine. Il ne faisait pas Ok. forcément le bâtiment, mais lui faisait la peinture. Il fait la peinture en France. Donc, il comprenait un peu les réalités du chantier et c'était un peu plus facile de lui expliquer certaines choses. Et Ok. ça permettait que le projet aille de manière fluide. Il n'y a pas beaucoup d'arrêt ou bien de mauvaises, je veux dire, des paroles douteuses ou bien intervenants qui viennent de l'extérieur. Et l'autre avantage, c'était que comme son terrain était encore en zone reculée,
n'y avait pas forcément même les gens qui devaient passer là pour dire, pour donner leur avis. Donc, on Mhm. travaillait. Et Ok, les choses étaient quand même super bien passées. Et vraiment, ok, super. Mais jusqu'ici. est-ce que le fait qu'il était dans la diaspora, il avait des attentes spécifiques qui changent Oui, peut-être oui, des attentes justement. que vous avez déjà l'habitude? Voilà. Oui, justement. Et forcément, il y avait beaucoup plus. Son chantier, ou bien en général, c'était quelqu'un qui était vraiment méticuleux, dans le Mhm. sens où, d'autant plus qu'il est technicien, il est très regardant sur tout ce qui est en train d'être mis en œuvre. Et Mhm. puis, mais comme je dis souvent, la, la, moi, j'ai l'esprit de l'amélioration continue. Ça veut dire que à chaque fois qu'on te fait des critiques, ou bien que s'il y a à chaque projet, des nouveaux challenges, ça veut Mhm. dire que à chaque fois, tu dois avoir la capacité de t'adapter par rapport aux nouveaux challenges et aux exigences du client. Parce qu'à la fin, le but, c'est il soit Satisfait. satisfait. Donc, pour moi, c'était pas trop un challenge parce que je dis souvent, c'est l'état d'esprit. Non? Il faudrait seulement l'état d'esprit de tout un chacun. Si tu Ok. vois les critiques ou bien la vie de quelqu'un d'autre comme si tu penses ça dans le mauvais côté, tu vas rester toujours dans le bas niveau. Or, si tu vois ces critiques-là comme une méthode, un moyen pour toi de t'améliorer ou un moyen pour toi de te challenger davantage, C'est comme ça, ça tu te permet, apprends, tu évolues, quoi. Ok. oui, justement, te permet de donner le meilleur. Ok. Et du coup, pour vous, quelles pourraient être, par exemple, les conditions idéales qu'on devait réunir pour que, par exemple, ces collaborations-là puissent se passer bah, dans de bonnes conditions et qu'elles réussissent, quoi? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Euh, Oui, justement, euh, si on reste au cadre de votre plateforme Prestataire Africa, mhm, et si honnêtement, l'on pouvait avoir la plateforme pouvait nous permettre d'avoir des clients parce que le but aussi, ce n'est pas seulement de chercher, ce n'est pas seulement que vous, de votre côté, vous mettez, vous cherchez des prestataires sérieux. Il faudra aussi que les clients qui viennent vers nous soient aussi des personnes qui veulent vraiment travailler et qui sont aussi honnêtes parce que en ce moment, de ce côté-là, ils vont voir juste que c'est le prestataire qui n'est pas sérieux. Or, il y a aussi des clients qui ne sont pas sérieux, il faudra le dire mhm, en toute transparence. Il faudra aussi qu'il y ait des clients qui ont la volonté de travailler, que en ce moment-là, si le prestataire est sérieux, que le client est sérieux, qu'on te mette ensemble, on trouve ce qui nous réunit sur le projet, c'est pas les mhm. taquineros ou quoi que ce soit, qu'on soit vraiment professionnel et qu'on chacun respecte sa part d'engagement. Ce qui a été dit dans le cas des charges doit être réalisé sans négociation, ça doit être le fait, et peu importe en fait, je veux dire, ça doit être fait, ce n'est pas un truc à négocier, et que Mhm. le client de son côté, qui respecte ses engagements, je pense que dans ce sens-là, Ok. tout sera correct. Hein. Pour Ok. Du moi, coup, une fois que vous êtes tombé d'accord sur un cahier de charge, sur une vraie étude, une réalisation, que ceci puisse aller jusqu'au bout dans de bonnes conditions, quoi. oui, justement. Ok, d'accord. Oui, donc, justement, comme vous parlez de Prestataire Africa, donc en gros, notre but déjà, c'est ça. Comme je vous avais dit déjà au début, c'est compliqué de trouver les prestataires. Donc, l'objectif déjà, c'est de permettre à ce qu'on puisse trouver ces prestataires qualifiés avec Oui, lesquels ils pourront collaborer. Et ensuite, nous, dans une vision long terme, c'est d'avoir même des agences physiques dans les pays, par exemple au Cameroun, qui va être un peu l'intermédiaire entre la personne qui est en train de réaliser son projet en Afrique et lui qui est là. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le bureau de contrôle qui puisse faire les comptes rendus, les images et tout ça et envoyer, bah, peut-être il peut directement, ce bureau-là peut passer par la plateforme directement, il va mettre toutes ces oui, infos de son projet sur son compte en ligne où il veut avoir l'évolution de son projet, les images, les récapitulatifs, les rapports, de telle sorte que lui, quand il se connecte le soir, il a juste à consulter son compte sur sa plateforme, voir comment est-ce que le projet évolue. Et cela aussi, il permet justement d'avoir un visuel de comment est-ce que son projet avance et d'être beaucoup plus serein. Et également, bah, les prestataires, c'est pour ça qu'il y a des retours d'expérience, des avis. Et c'est pour ça que nous avons pensé plus tard à mettre un label pour permettre aux prestataires d'être justement dans l'amélioration continue dont vous parlez. Parce qu'il y a des prestataires qui vont être dans un zone acquis, qui vont plus aller pouvoir aller oui, chercher, se challenger, aller de l'avant.
Alors que nous, peut-être que nous sommes là, nous voyons des standards, nous voyons des normes, des choses qui peuvent les permettre d'être beaucoup plus impactants, que ce soit dans la Oui, visibilité, dans le professionnalisme. Et du coup, le label qu'on mettra en place, c'est pouvoir permettre justement aux professionnels d'adhérer à ce label pour augmenter leur amélioration continue et de rassurer plus. Parce que plus on aura des personnes rassurées des deux côtés, plus on va pouvoir créer cette synergie de collaboration et d'une connexion beaucoup plus optimale. Euh, donc en gros, là, on va maintenant passer à la partie où vous mettez beaucoup plus en avant, que ce soit la rigueur et la discipline dans vos travaux. Vous en avez un peu parlé, mais je sais que vous travaillez avec beaucoup de profils. Donc en fonction du projet, vous collaborez avec soit d'autres ouvriers ou d'autres partenaires pour vous aider à réaliser ce projet. En général, comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que vous arrivez à gérer cela? Si vous pouvez un peu nous expliquer en détail, même si vous en avez un peu parlé tout à l'heure. le but, moi, de mon côté, en tant que manager, c'est d'être vraiment, ne pas être, on va dire quoi, et tu dois pas être émotionnel, tu dois apprendre à être rationnel dans ta prise de décision. Ça veut dire que peu importe des conflits, que tu es familial ou quoi que ce soit, quand tu arrives sur l'environnement de travail, il faut Hmm. vraiment garder un état d'esprit de travail parce que les gens n'ont pas à subir tes humeurs. Et puis, donner tes avis par rapport à ce qui est en train d'être fait. Et que ce soit, si c'est que les gars travaillent par rapport, parce que forcément, nous, on a nos méthodes de travail Mhm. pour la mise en œuvre des ouvrages. Il faudrait qu'à chaque fois, on soit en train de les respecter et que les gars soient sûrs que, d'autant plus que moi, par exemple, particulièrement, j'ai généralement un chef chantier, vous voyez. Le OK. chef chantier, c'est la Dans chaque personne projet. qui, oui, c'est la personne qui est comme le leader sur le site. Parce que je ne suis pas forcément là à tout moment, vous voyez. Et puis, le chef chantier, c'est la personne qui est le leader, on va dire quoi, qui coordonne les gars. C'est lui qui positionne chacun à son poste le matin et tout ça. Et qui s'assure vraiment, hormis ces tâches que lui il a fait, il va s'assurer que les gars soient en train d'être exécutés, d'exécuter les travaux comme il faut. Et c'est lui, parfois, qui a plus d'expérience que les autres. Hormis ça, c'est encore lui qui est parfois plus un fun qui a plus de finesse au niveau du travail par rapport aux autres. C'est-à-dire que lui, particulièrement, il a le sens de l'observation parce que quand vous êtes entrepreneur ou bien que vous gérez les projets de construction, l'un des premiers outils avec lesquels on vérifie quelque chose, c'est d'abord l'œil. C'est-à-dire que quand l'œil d'abord dit déjà que ce n'est pas ça, avant d'entrer dans les autres outils qu'il faut, que ce soit les équerres ou quoi que ce soit, il faudrait Hmm. d'abord que vous soyez capable que quand vous arrivez sur le chantier le matin, quand il y a un problème quelque part, vous ayez d'abord même déjà la capacité de le voir avec l'œil. Parce qu'on n'est pas Hmm. vu. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu vas pas me dire que tu vas arriver le matin, tu vas commencer à mettre le plomb sur chaque parfum qui a été Hmm. monté. Oh, même déjà, l'œil te permet déjà de savoir que, hey, mon ami, attention, à ce niveau, il y a déjà un problème. Et que les gars doivent savoir que quand il y a un mur, le but, ce n'est pas de courir avec le travail. S'il y a un mur qui est mal monté, ça va être démonté. Ce n'est pas négociable. Parce Hmm. qu'il faudrait faire ce qui doit être fait. Il ne faut Hmm. pas faire les choses juste parce que tu veux courir. Parce que souvent, il y a des chantiers qui t'exigent à avoir peut-être la méthode de papin compté, n'importe quoi. C'est parce que Hmm. les papins comptés, c'est déjà, tu payes les gars par papin qui monte. Ça veut dire que tu peux dire à quelqu'un qu'il dit n'importe quoi. Tu vas le Par payer contre, c'est des 50 briques, francs, c'est 100 ça? francs. Oui, les briques. Tu peux dire à OK. quelqu'un que quand il va monter une brique, tu vas lui payer peut-être 100 francs, 200, dis n'importe quoi, en fonction du type de brique. Tu vas lui payer OK. peut-être 100 francs. Hmm. Or, en ce moment-là, le technicien est dans l'état d'esprit que lui, il veut faire plus de papillons pour avoir plus d'argent. OK. Oui. Hmm. Or, si tu es dans ce... Parce que parfois, on fait ça dans les chantiers où il y a un peu plus de pression. Et en fonction de la pression, tu dois être capable, toi, le manager, de savoir que sur tel type de projet, malgré le fait qu'il y a la pression, je dois limiter le nombre maximum de papillons que quelqu'un doit monter à tel nombre de papillons par jour. Et malgré le fait qu'il y a la pression, je dois m'assurer il soit en train de respecter les méthodes qu'il faut pour pouvoir exécuter la mise en œuvre de ces papins-là. Pour être sûr que malgré la pression, les gars soient toujours en train de respecter le carnaval qui doit être respecté. Donc, Hmm. c'est souvent les éléments comme ça. Et même au niveau des horaires d'arrivée au travail, chacun doit vraiment prendre sur lui la responsabilité d'être là parce que pour peu que tu es compté parmi l'équipe le matin et que tu ne sois pas là, ça a forcément les répercussions qui Hmm. peuvent être Ça peut pénaliser d'autres parties, quoi.
qui peut pénaliser d'autres et qui peut avoir un impact sur les délais avec le client. Parce Mm. que si vous devez être au niveau de n'importe quoi, en train d'être fait, être en train de faire la préparation de la dalle à partir de lundi et que tu n'es pas venu au travail, forcément, la préparation de la dalle ne sera pas en train d'être faite. Si surtout tu n'as pas avisé qu'on prenne les mesures pour pouvoir réaliser les choses, pour respecter toujours les délais. Parce que parfois, les méthodes que l'on utilise, c'est que quand on se rend compte qu'on est à court de délai, on prolonge parfois le travail jusqu'à tard un peu la nuit. Et en ce moment-là, la nuit, il y a des tâches qu'on ne peut plus faire parce que ça demande parfois beaucoup de lucidité, ça demande parfois beaucoup de luminosité. Certes, c'est bon, on installe des luminaires sur les chantiers, mais on peut décider que n'importe quoi. Si on a un problème de délai, au niveau peut-être de la mise en œuvre, ou du roulage des poteaux, ou bien des poutres, n'importe quoi. En journée, on se dit que on va prendre 2 heures de supplémentaire en soirée pour travailler, peut-être jusqu'à 19h. Si on devait finir à 17h, on va travailler peut-être jusqu'à 19h ou 20h. Mais à partir de 17h, 18h, là, en toute la journée, on va se concentrer pour faire le coffrage. Donc, on va coffrer le maximum qu'on peut. Et maintenant, à partir de la soirée, on va juste faire le coulage. Parce qu'à ce moment-là, le coulage n'a pas forcément besoin de beaucoup de technicité. C'est juste verser le béton, s'assurer qu'on fait une bonne vibration. Je ne sais pas si vous comprenez ça, même ça, c'est un peu moins facile. Mhm. C'est moins technique que le travail de coffrage qui demande plus de précision. Parce que le Ok. coffrage, il faudra s'assurer que l'élément est vertical, il faut qu'on a bien mis les cales à béton pour que quand on soit en train de vibrer, le coffre ne s'explose pas. Beaucoup de petits paramètres comme ça là. Mhm. Donc, il faudra toujours être en train de structurer le travail et être méthodique dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que, comme je dis, on ne peut rien faire sans la discipline. Mhm. Si tu n'es pas capable de travailler avec discipline, vraiment, c'est que tout ce que tu fais là, ce n'est que dans le désordre aussi. Et ça Ok. ne peut pas, ça ne peut pas Et ça, produire ça grand-chose. ça nous manque en Afrique en général dans pas mal de domaines. C'est des valeurs qui nous manquent encore, quoi, Oui, justement. dans certaines activités, dans certains facteurs. Mais c'est important que vous mettez ça en avant et que ça fait partie vraiment de vos valeurs d'entreprise. Et du coup, maintenant, vous, en quelque sorte, quand vous collaborez avec un client en général dans un projet, comment ça se passe, la collaboration? Est-ce que vous cohabitez? Enfin, est-ce que vous faites des comptes rendus tous les jours, tous les mois? Comment est-ce que vous garantissez cette transparence? Voilà, quels sont les mécanismes avec lesquels vous collaborez justement? Généralement déjà, on fait en fonction de l'évolution des travaux. Normalement, le client reçoit d'abord déjà des comptes rendus chaque semaine. Mais Ok. il peut arriver maintenant en journée, ou bien peut-être une, deux, trois fois par jour, les journées au cours de la semaine, on lui flash quelques photos pour lui permettre d'avoir une vue de ce qui est en train d'être fait et qu'il apporte des modifications, mais des suggestions pour nous permettre aussi que, parce que le but aussi, ce n'est que il ne faudrait pas retarder en faisant les rapports, parce que sinon tu vas avancer beaucoup sans être en phase avec le client. C'est-à-dire que si tu Mhm. prends le temps de lui envoyer les photos de ce qui a été fait la semaine surpassée, alors que et c'est que lui il a quelque chose à dire, ça devient plus difficile d'apporter une Ah, modification dessus. ok. Donc, le plus important, c'est qu'on soit en train d'avancer au même moment avec le client. Et ce qu'on demande parfois aussi au client, c'est d'être disponible. Parce que si tu mets ton argent pour faire un projet, il faudrait quand même que tu aies quand même beaucoup d'intérêt à accorder à cela. Et que quand on Ok. t'envoie des éléments, tu sois aussi réactif. Parce qu'il y a des clients Mhm. que parfois tu lui envoies un truc qu'il n'a pas observé, ça passe 2, 3 jours, tu relances, ouais, je te reviens, et puis il n'est pas, Oui. il ne revient pas. En ce moment-là, tu vas pas aussi stopper le travail au chantier parce Mhm. que tu attends peut-être son retour par rapport à quelque chose et ça pénalise les gars, et ça pénalise tout le monde parce que quand les gars sortent en semaine, ils ont déjà fait les plans sur 6 jours de travail. Ça veut dire que je dis Mhm. n'importe quoi. Si un gars est payé 10 000 et s'attend à faire qu'à la fin de la semaine, c'est 60 000. Vous Mhm. voyez, quand si vous le retardez pour une journée, il voit déjà que c'est un manque à gagner pour lui. Oui. Donc, c'est tous ces éléments-là, c'est vraiment parfois c'est stressant. Le chantier est très stressant Oui, justement, je pour la comprends personne parfaitement. qui est au-dessus. Parce qu'il Oui. faut jouer avec tous les corps de métier, il faut jouer avec que ce soit le client, que ce soit Mhm. le personnel et s'assurer que toujours qu'on trouve le juste milieu pour pouvoir permettre d'avancer et Mhm. qu'on n'ait pas des challenges vraiment. Je veux Mhm. dire qu'il y ait les challenges, mais que ce ne soit pas un frein. Bon, ça que je dis.
Ok. C'est quelque chose que nous pensons vraiment, que nous espérons que sur le long terme, nous allons pouvoir aussi également résoudre à travers la plateforme Tester Africa. C'est que euh, vous vous fatiguez parfois à gérer des choses en annexe qui ne sont pas liées à votre cœur de métier. Alors que Oui. si vous étiez sur une plateforme, ça aurait été beaucoup plus facile de venir sur la plateforme, vous vous connectez, vous avez la personne qui vous a fait la demande avec laquelle vous collaborez, vous l'envoyez un message, vous lui mettez au courant de comment est-ce que ça avance, vous le transmettez vos images, vos photos. Lui, voilà, le soir, il a une notification. C'est-à-dire qu'il va consulter, Bien quand il sûr. consulte ses réseaux, donc ça va fluidifier justement ces interactions et qu'il y ait une réactivité des deux parts. De la même manière, le client peut avoir des besoins urgents de voir des choses, d'avoir des infos. Donc, si vous recevez les notifications de votre côté de comment est-ce que de son besoin, vous allez être réactif et vice-versa, quoi. Donc, on arrive un peu à la fin de notre échange. Donc, peut-être pour finir, si vous... Ouais, vous voulez dire quelque chose? Oui, ça veut dire que dans ce que vous étiez en train de dire, ça veut dire que vous, prestataires Africa, vous serez l'intermédiaire entre nous, les prestataires et les clients. Ça veut dire que dans ce moment-là, en ce moment-là, que ce soit les contrats ou bien quoi que ce soit, vous êtes informés et au niveau des paiements ou bien de l'avancée des travaux, chaque partie doit vous rendre compte, on doit en fait, on doit faire des rapports qui doivent être à votre visibilité et que vous soyez vraiment la personne qui est au milieu entre nous pour Hmm. pouvoir permettre que les choses avancent de manière euh, Exactement, ça c'est la vision sur le long terme. À long terme, vraiment, c'est qu'on a envie d'être vraiment cette plateforme de référence et de connexion dans laquelle nous allons oui, pouvoir vous faciliter ces choses-là. Même si vous avez besoin de faire un devis, vous n'avez pas besoin de faire le devis et de l'envoyer par mail, par truc. Vous vous connectez, vous avez reçu une personne qui vous a fait une demande de devis sur la plateforme. Vous vous connectez, vous voyez la demande qu'il vous a faite par rapport au devis, vous faites une petite étude, vous avez des modèles à travers la plateforme pour faire le devis, vous transmettez, lui le reçoit. De la même manière par rapport au suivi du projet, aux collaborations, c'est que lui, actuellement sur la plateforme, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est qu'il peut venir rechercher en fonction de ses critères et de son besoin qu'il veut. Il va avoir une liste de prestataires que nous, on a déjà vérifié et qualifié en amont et avec un système de notation. D'où le fait qu'on a le label dont je vous disais, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va être amélioré quotidiennement plus tard pour voir comment est-ce que ça évolue en fonction des retours d'expérience, des évolutions, de comment est-ce que le professionnel il s'améliore. Au début, il n'avait pas de page de site internet, il s'est amélioré dans ça, il est plus visible, il donne plus de valeur, il a le tout. Donc voilà, il y a une notation qui s'améliore au fur et à mesure. Et du coup, lui, la recherche qu'il fait sur la plateforme, en fonction de son besoin, soit il peut contacter le professionnel directement qu'il a vu, donc notamment vous, il vous voit sur la plateforme, il peut vous envoyer, il peut faire une demande, et vous, si la demande, elle la reçoit, nous, on va la recevoir. Vous, vous allez la recevoir également sur votre espace. Vous allez voir la demande qu'il vous a faite. Et là, actuellement, vous pouvez directement commencer à échanger. Mais sur le long terme, c'est que la plateforme puisse gérer l'intégralité du flux. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez discuté, vous avez un système de messagerie en interne avec lequel vous discutez, vous faites une proposition, une contre-proposition, une demande de devis, et plus tard, un système de paiement s'il le faut, pour pouvoir sécuriser vraiment toutes ces parts-là, pour rassurer en fait les deux côtés. Et d'où le fait qu'on aimerait avoir des agences physiques sur les terrains pour pouvoir justement être les yeux des personnes qui réalisent des projets pour pouvoir que chacun se concentre vraiment sur son cœur de métier. L'autre veut réaliser le projet, l'autre est en charge de la réalisation du projet, mais tout ce qui est intermédiaire autour, que ce soit fluidifié, qu'on évite de passer le plus souvent par des recommandations, mais sans qu'il y ait vraiment de la visibilité. Par exemple, là, moi, aujourd'hui, j'ai envie de réaliser un projet au Cameroun, je ne suis pas camerounais, je ne sais même pas par où commencer si je suis à distance. Donc, au moins, le fait d'avoir cette plateforme-là déjà à distance, tu peux voir donc, des gens qui ont déjà fait certaines vérifications, certains aspects en amont que tu peux déjà filtrer pour voir avec les personnes avec lesquelles tu vas avoir une première approche. Et à partir de là, donc, tu commences à discuter, parler du projet, tu as un retour d'expérience. Et plus tard, avec les agences, une fois que les projets même vont commencer, bah, tu as une agence qui veille à ce que ton projet se réalise donc qui fait le suivi, qui te fait le rapport, etc. De la même manière,
il y a des professionnels qui sont qualifiés en Afrique, parce qu'il y en a beaucoup. Le problème, c'est que quand on est là, on ne pense pas que ça existe. Et le but, justement, c'est de montrer que ça existe. Donc, les agences là vont permettre sur place de répertorier d'autres professionnels qui sont qualifiés dans différents domaines et de faire certaines vérifications en amont que nous faisons avant de les intégrer sur la plateforme. Et une fois qu'ils sont intégrés sur la plateforme, ils ont accès à tout ce réseau-là. Et du coup, vraiment, c'est créer cet écosystème-là pour faciliter cette connexion, quoi. Parce que des deux côtés, on a ce besoin, on a tous envie que ça marche. Mais que désormais, c'est quand on a envie de réaliser des projets, soit quand on est dans la diaspora, que tout ce dont on doit se focaliser, que ce soit uniquement comment je vais trouver l'argent pour trouver. Mais c'est pas comment est-ce que je vais trouver un prestataire, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est qualifié, est-ce qu'il va réaliser mon projet, comment est-ce que je vais voir est-ce que mon projet évolue ou pas. De la même manière, les professionnels en Afrique, qu'on évite assez que le plus souvent, que ce soit soit par recommandation, comme vous le disiez au début, c'est toujours par recommandation, par affinité qu'on gagne des projets. Alors que si on a une plateforme sur laquelle vous avez déjà eu des collaboration avec des gens qui vous ont laissé des avis positifs, qui vous ont laissé des notes positives, d'autres personnes qui viendront vont plus se baser par uniquement les bouche à oreille, les recommandations. Ils vont voir, ah, lui, il a déjà réalisé ça. Dans son profil, je vois qu'il y a telle personne qui a collaboré avec lui, qui l'a laissé tel avis, qui l'a recommandé, etc. Donc là, tu fais des choix, non seulement avec nous, le fait que ça soit sur la plateforme, on a déjà fait certaines vérifications en amont, mais le fait qu'il y ait des avis avec les personnes avec lesquelles vous avez collaboré, donc ça crée encore plus de crédibilité, plus de valeur à ces personnes-là pour pouvoir faire confiance en vous et pouvoir collaborer. Donc sans qu'il y ait besoin de passer par 10 000 personnes, quoi. Et également nos professionnels qu'on puisse augmenter leur niveau au fur et à mesure, d'où le label Prestataire Africa. Parce que à terme, notre objectif, c'est qu'on dise que si un professionnel est labellisé Prestataire Africa, c'est que tu ne dois plus te poser la question si je fonce ou pas. C'est-à-dire qu'il y a tellement de data qui prouvent que celui-ci, si il a été labellisé, bah, parce que pour être labellisé, il y a beaucoup de caractéristiques. Et si tu respectes ces caractéristiques-là, ça prouve une certaine confiance qu'on peut accorder. Et le label va avoir plusieurs niveaux. Et le prestataire, juste avec le label qu'il a, il peut gagner des marchés juste avec ce label, parce qu'il pourra fournir toutes les statistiques et les datas qui ont été faites en amont, qui prouvent certaines choses, certaines réalisations, certaines références, certaines réactivités, qu'il pourra aller montrer, que ce soit à des nouveaux clients, à des nouveaux partenaires, qui pourra mettre la pastille sur son espace personnel, des rapports qui seront fournis. Du coup, il pourra mettre ça en avant pour rassurer de nouveaux clients, de nouveaux partenaires et de potentiels investisseurs, quoi. Donc voilà, notre objectif, notre vision, c'est vraiment créer cette synergie, cette connexion et cette transparence pour faciliter, quoi. Parce que quand on aura ça, nous tous, nous voudrons lancer des projets. Parce que beaucoup sont là, ils veulent réaliser des projets, mais faute d'avoir été dessus une fois, deux fois, ils ne veulent plus rien faire. Parce que justement, il n'y a pas ce pont-là. Et c'est pas normal. Du coup, c'est à peu près ça. Oui, je pense que la vision derrière est très correcte. C'est vraiment, ça va permettre de rassurer beaucoup plus les gens de l'espoir. Et puis, nous également, chacun va tirer son épingle du jeu. Ça permet qu'on travaille dans la transparence et dans l'honnêteté. Oui, c'est Et ça. puis, pour moi, moi, je corrige avec. Les prestataires les plus qualifiés, ceux qui fourniront le travail, tu n'auras plus besoin d'être recommandé par l'État, par des personnes. Les meilleurs juges, c'est les personnes. Donc, il faut qu'on donne la possibilité aux gens de juger. Et si les gens ils jugent, euh, les personnes les plus aptes seront à leur place, quoi. On sera dans un environnement plus Oui, euh, un optimal. système de mérite, en fait. Exactement. Oui, Exactement. oui, ça permet que tout le monde a sa chance. C'est ta réputation qui te donne, en fait, des marchés. Exactement, Et grâce ça. exactement. Voilà, c'est Oui, ça. Et faire des choix en oui, oui. connaissance de cause, en fait. Euh, Du coup, on arrive un peu à la fin. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous Oui. avez encore un dernier mot ou quelque chose qu'on pourrait souhaiter à votre structure bien édifice, euh, ou vos objectifs à court Non, terme, moyen terme, long terme. pour moi, je dirais que on est dans la démarche juste de continuer à travailler, de donner le meilleur de nous pour pouvoir satisfaire les clients. Et que, comme certes, c'est vrai,
on a plusieurs méthodes par lesquelles on acquiert les clients pour le moment, mais toujours est-il, c'est que la méthode de prestataire Africa, vraiment, ça reste toujours une aubaine. Parce que, euh, comme je disais, travailler avec la diaspora, c'est découvrir beaucoup plus je crois que seulement la diaspora a son côté rigueur, son côté d'exigence qui te permettent de te mettre un peu sur les normes internationales. Mais on commence avec ce qu'on a et on essaie de travailler en avançant. En gros, c'est ça que je peux dire. C'est super, c'est super. Donc, c'est une vision à échelle. Donc, Oui, on oui, avance justement. en phase, en étape, et on commence petit, mais avec une vision grandiose. Et Tout à donc, fait, tout à c'est fait. tout ce qu'on peut vous souhaiter, que, toutes, euh, que tous vos objectifs, que toutes les choses que vous voulez réaliser là, que vous ayez la force et l'opportunité de pouvoir le réaliser et que nous soyons justement un partenaire avec lequel nous allons pouvoir collaborer sur de long terme. Euh, donc, je ne sais pas si vous avez un autre mot, sinon on va pouvoir se dire au revoir et peut-être qu'on va se contacter prochainement. Et nous mettrons de toute façon vos coordonnées en bas de la vidéo, dans la description, pour toutes les personnes qui voudraient réaliser des projets de la diaspora euh, au Cameroun, à Douala, mais également sur la plateforme Prestataire Africa. Vous y êtes déjà, il y a votre profil. Et du coup, les personnes pourront également vous contacter depuis cette plateforme et que avec votre espace sur la plateforme, vous devrez être alerté dès qu'il y a des demandes vous concernant. Et je vous invite aussi également quand même à aller sur notre plateforme, à faire, il y a le quiz du label. Et donc, en gros, on a le label va juste vous permettre, dans un premier temps, de vous challenger. En gros, euh, vous faites les étapes. Donc, il y a une liste de plusieurs questions dans plusieurs secteurs différents. L'objectif, c'est de répondre honnêtement à ces différentes questions. Et à la fin des réponses, vous allez avoir des statistiques. Donc, dans chaque catégorie, donc il y a 9 catégories. Dans chaque catégorie, vous allez avoir un récapitulatif, des suggestions qu'on vous donne en fonction des notes que vous avez obtenues sur chaque catégorie. Par exemple, on va avoir par exemple le secteur de la visibilité, que vous avez obtenu une note par exemple de 40 sur 100. Et du coup, là, automatiquement, on a un système qui va analyser votre profil et vous proposer des suggestions d'amélioration. Donc, que vous pourriez appliquer pour pouvoir monter en compétence dans ce domaine. Et dans chaque catégorie, vous allez avoir des suggestions comme ça pour pouvoir avoir au moins une idée de benchmark et par rapport aux autres personnes qui sont dans le même secteur que vous, dans le même pays que vous, où est-ce qu'ils sont situés. Donc, vous allez pouvoir vous faire une comparaison, un auto-diagnostic pour savoir déjà ce que vous êtes situé, pour pouvoir savoir les axes à améliorer. Et plus tard, justement, nous, les axes d'amélioration là, c'est soit en partenariat avec d'autres professionnels qui vont accompagner à monter en compétence dans ces domaines pour que les notes que vous avez obtenues 40 là, que vous ayez 100 plus tard, parce que c'est ça notre objectif, que tous les professionnels avec lesquels on collabore puissent avoir la note de 100 partout et être éligible au label, et etc., etc. Donc déjà, vous pouvez aller faire un diagnostic pour savoir est-ce que vous en êtes situé par rapport à vous, votre activité, les personnes qui opèrent dans le même domaine que vous, dans votre pays, et les axes d'amélioration que vous pourrez appliquer également. D'accord. Je pense que je vais regarder ça et puis s'il y a un problème, je vais vous contacter en inbox pour que Ex- vous me briefez là-dessus. Exactement, il n'y a aucun souci. Donc, merci beaucoup, Loïc. Je vous dis bonne fin de Oui, journée et à bientôt. merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci et à vous. Au revoir.